La peur est une émotion ressentie en présence ou dans la perspective d'un danger. Bon, on a tous déjà eu peur dans nos vies. La peur est un sentiment qu'on connaît depuis notre tendre enfance. Elle est comme instinctive pour l'homme. Et pourtant, l'un des genres le plus populaire est bel et bien le genre horrifique. L'humain adore les films, les histoires et même aujourd'hui les jeux d'horreur. On aime se faire peur. Et encore plus aujourd'hui, dans un monde où la peur est de moins en moins présente. À l'abri dans nos logis, la sûreté d'une maison a permis de soulager nos âmes et du coup nos peurs les plus primaires. Et là où nos vies sont devenues relativement sûres comparativement à celles de nos ancêtres, on a besoin, voire envie, de se faire peur via divers biais. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 8 mécanismes de la peur dans les jeux vidéo. Alors j'ai décidé de réunir les biais cognitifs de la peur en 8 points qui, moi, me paraissaient logiques. Donc bien entendu, regardez la vidéo jusqu'à la fin si jamais vous voulez vous aussi ajouter en commentaire d'autres mécanismes de la peur. Aussi, on va un petit peu bifurquer et ne pas parler que de jeux vidéo, mais d'œuvres de fiction en général. Un bon complément à ma vidéo est aussi la vidéo faite par Le Tropeur sur pourquoi on raconte des histoires d'horreur. Je vous la mettrai dans la description ou en commentaire épinglé. Maintenant que vous êtes prêts à cette aventure, commençons cette vidéo. Salut à tous les amis, c'est Blocky et aujourd'hui on se retrouve dans le cimetière de Saint-Pierre sur l'île de la Réunion. Alors on est à la recherche tout simplement de la tombe d'un grand sorcier de l'île parce que chez nous à l'île de la Réunion il y a des légendes qui courent comme quoi un grand sorcier du nom de Sitaran est enterré dans ce cimetière et justement il a fait de son vivant plusieurs choses assez horribles, assez exécrables, qui l'ont donné le doux nom du plus grand sorcier de l'île de la Réunion. Et nous aujourd'hui, on est là pour aller à la rencontre de ce sorcier, du moins de sa défunte tombe, et essayer de vérifier si ces légendes sont réelles ou si tout cela n'est que fiction et que l'occulte n'existe pas. Avec le voisin d'Allon Dédé, on lève l'osier là au Baya, on lève le cœur pour l'UNESCO. Si la peau chauffer, la peau m'enroulère, si la braise racine de pinga la berre. Si la peau rouler comme Laurent Guimbert, nous va laisser le corps, l'esprit monte en l'air. La liberté, wayo, wayo. Ils volent, ils planent comme un oiseau, à force l'ité, wayo, wayo. C'est sûr que là, de jours comme ça, c'est plutôt calme. C'est même, j'ai envie de vous dire, plutôt apaisant avec le bruit de la mer juste à côté. Mais de nuit, à mon avis, les choses doivent être bien différentes. Il y a la vente l'UNESCO. Ah, écoute-moi bien mon frère, Zodi la pas besoin de pleurer. Namas tout seul est Roseda, il t'a dans la case Batisto. Presque beau. Très apaisant. Franchement, je ressens aucune animosité. De toute façon,
pas avoir peur des morts, j'ai envie de vous dire. On devrait plutôt avoir peur des vivants. Le grand mon caillant, mon racine cabaret, le rameau faisait un ma paye un prière pour le 20 décembre, pour nous laisse le corps, l'esprit monte en l'air. Oh, la liberté, wayo, wayo. Li vole, li plane comme un oiseau, à force l'ité, wayo, wayo. Maloya la rente l'UNESCO. Que serait le paysage de l'horreur sans ces monstres et créatures iconiques? Dans les films, on connaît des représentations telles que Freddy Krueger, Chucky, la petite fille dans le puits ou encore Regan de l'exorcisme. Et dans le jeu vidéo, les créatures horrifiques sont aussi omniprésentes. Bien entendu, la roue n'a pas été réinventée. Et on retrouve bon nombre de créatures générales comme les démons, les vampires, les fantômes, les loups-garous, les zombies, les sorcières, les clowns, etc., etc. Ces créatures générales sont comme les apôtres de l'horreur, et on peut les retrouver dans toutes les œuvres de fiction. Qui n'a jamais eu peur de se faire posséder par un démon, envoûté par une sorcière, dévoré par un zombie, ou encore hanté par un fantôme? Au-delà de cela, un bon nombre de créatures ont marqué nos esprits plus spécifiquement. Et je vais me limiter à la présentation de 5 d'entre elles, car la vidéo est encore longue et notre voyage ne fait que commencer. Je pourrais d'ailleurs faire une vidéo spécifique, tellement il y a eu de créatures cultes qui ont marqué le jeu d'horreur et le jeu vidéo en général. Si d'ailleurs cela peut vous intéresser, dites-le moi en commentaire. Certaines de ces créatures sont tellement terrifiantes que même si elles ne sont pas dans un jeu d'horreur, elles suffisent à marquer nos esprits. Voici donc quelques-unes de ces créatures. Les animatroniques de Five Nights at Freddy's. Alors ces créatures sont peut-être pour moi la meilleure définition d'une créature horrifique. Que ce soit Freddy, Bonnie, Chica ou encore Roxy, chacune de ces créatures est complètement terrifiante. Elle nous rappelle la terreur des poupées telles que Annabelle ou Chucky. Et pourtant FNAF à l'origine a plus des airs d'expérience horrifique que d'un réel jeu d'horreur. Mais ces créatures ont réussi à tellement nous marquer que tout un lore aujourd'hui s'est créé autour d'elles. Et peut-être bien qu'un jour, nous parlerons de cela plus en profondeur sur cette chaîne YouTube. Poppy de Poppy Playtime. S'il y a bien un monstre qui m'a marqué durant ces dernières années, c'est bien Poppy. Comment un jeu aussi coloré a pu nous sortir des monstres aussi terrifiants? Poppy a tout de la contradiction. On parle là de base d'une petite peluche bleue toute mignonne. Et pourtant, une fois son grand sourire sorti, je ne peux m'empêcher d'être terrifié par celui-ci. Poppy Playtime, une vraie expérience horrifique et terrifiante qui se doit d'être testée au moins une fois dans une vie. Alors, le Slenderman n'est peut-être pas aussi détaillé dans son design que les deux intenses précédentes. Mais je pense sincèrement que c'est la simplicité du Slender qui le rend aussi terrifiant. Car le Slender ne retranscrit aucune émotion. Il est juste là, inerte. Et c'est peut-être cela le plus terrifiant. Et ce qui est sûr, c'est qu'il a totalement marqué le paysage horrifique des jeux d'horreur. Je vous laisse regarder attentivement une image de Regenerador. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer pourquoi ce monstre est terrifiant? Je pense que bon nombre de joueurs ont un souvenir marquant de cette créature, que ce soit pour son design horrible ou tout simplement pour sa ténacité. Regenerador fait partie des classiques de l'univers de Resident Evil qu'on n'oubliera pas de sitôt. Et celui-là, il est juste pour moi. Ceux qui me connaissent savent que je suis un grand fan de Bloodborne et de son esthétique. Et pour moi, la meilleure représentation de l'horreur et de la folie est bel et bien Amygdala. Avec son design inspiré de Cthulhu, on ne peut ni comprendre sa grandeur ou son être.
Le gameplay même de Bloodborne nous fait comprendre que si l'on n'est pas assez lucide, on ne pourra le voir. Et ce n'est qu'avec assez de lucidité que l'on pourra comprendre cette folie. Amygdala est tout simplement l'incarnation du mal et de la folie. Un dieu omniscient qu'on ne peut appréhender. Vous l'avez compris, les créatures, les monstres, sont la porte d'entrée des mécanismes de la peur. Maintenant, plongeons un peu plus profond vers les autres mécanismes. Vous savez, à l'île de la Réunion, il y a une autre légende qui sévit. C'est les légendes de la Dame Blanche et des autostoppeuses fantômes. Et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ma voiture et rouler sur une route bien connue de l'île de la Réunion où apparemment on pourrait croiser ces autostoppeuses ou cette fameuse Dame Blanche. On va rouler quelques minutes. Je vais vous raconter une histoire par rapport à cette Dame Blanche et on va voir si sur notre chemin, sur notre route, on va croiser quelqu'un, quelque chose. Peut-être que vous le verrez et moi que je ne verrai pas. Mais en tout cas, on va tenter l'expérience. Pour vous raconter une petite anecdote sur la Dame Blanche, ma mère, quand elle était plus jeune, m'a raconté que une fois, elle et ses amis étaient allés sur le rebord de mer à un endroit où il était connu que la Dame Blanche passait. Un endroit où il y avait possibilité de croiser cet esprit fantomatique et de voir du coup une apparition. Et ma mère m'a raconté, enfin elle ne me l'a pas réellement raconté à moi, mais elle racontait ça pendant une soirée, qu'en gros, un spectre fantomatique blanc est apparu devant elle et sa pote, et qu'au moment où ils l'ont vu, ça leur a glacé le sang. Et elles ont à peine eu le temps de cligner des yeux que le spectre avait disparu. Bizarre quand même. Bon, voilà un point très particulier, car on pourrait définir l'inconnu par une chose dont on ignore l'existence ou la nature. Mais finalement, comment pourrait-on avoir peur d'une chose que l'on ne connaît pas? C'est là qu'on part vers des embranchements très philosophiques des mécanismes de la peur, car la peur n'est pas logique. Et le cerveau humain est tellement imaginatif qu'il est lui-même la cause de ses propres maux. Donc finalement, l'inconnu permet au cerveau de s'imaginer des choses, d'amplifier ce sentiment de non-sens et d'incompréhension, ce qui participe donc à agrandir la peur. Du coup, comment les jeux utilisent-ils l'inconnu? Voilà quelques exemples. Le jeu SCP-087 fait partie des jeux qui utilise merveilleusement bien cette notion d'inconnu, car le seul but du jeu est de descendre un escalier infini, sans objectif ni but. Nous descendons littéralement vers l'inconnu, un inconnu sombre et terrifiant. Et le jeu joue directement aussi avec l'une de nos peurs primitives, qui est la peur du noir, elle-même directement liée à cette notion d'inconnu. Silent Hill 2, que ce soit le jeu d'origine sorti sur PS1 ou le remake disponible sur PS5, Silent Hill 2 joue merveilleusement bien avec l'inconnu, notamment avec ce brouillard constant et omniprésent sur la map. On a l'impression de ne jamais savoir où aller. Le monde est sombre et brumeux, et le fait de ne pas avoir la présence de l'ATH nous donne encore plus ce sentiment d'égarement. Le DLC d'Outer Wilds. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû voir la vidéo de review sur ce DLC. Et si vous ne l'avez pas vu, je ne vais en aucun cas vous spoiler cette expérience. Mais malgré tout, là où le jeu Outer Wilds dans sa globalité est une promesse d'exploration, le DLC lui est une promesse d'inconnu et de terreur, car la pénombre et l'absence de repères et la confusion sont les mots pour définir ce DLC. Et c'est pourquoi derrière celui-ci on peut ressentir une certaine appréhension, une certaine tension, ce qui fait que beaucoup de personnes n'ont pas réussi à terminer celui-ci. La tension fut
beaucoup trop forte pour eux. Voilà donc qui me donne une transition parfaite vers le prochain point. Le screamer est défini par un visage terrifiant accompagné d'un cri ou d'un effet sonore créant de la tension. Et au lieu de vous expliquer en quoi l'horreur et les screamers sont intimement liés, je vais tout simplement vous proposer une petite compilation des meilleurs screamers présents dans certains jeux d'horreur qui ont marqué notre époque. D'ailleurs, si vous êtes sensible aux screamers, je vous invite à vous rendre à ce timecode pour passer cette partie. Go downstairs. I'm gonna have a heart attack. This is gonna kill me. This game will be the death of me. Oh! No! Run the other way! Run the other way! Holy shoot, okay. Okay, we're not scared of a chest. Oh my gosh, we're scared of a chest! We're scared of a chest! We're done! Can't get any creepier. Oh my! Gee, break! This is not gonna be good. This is... I see you, you think you're... Oh my gosh! Le fait d'être poursuivi participe directement au sentiment de peur d'un individu. En effet, le fait d'être poursuivi comprend directement une agression. Je vous rappelle que la peur est une émotion ressentie ou dans la perspective d'un danger. Et le jeu d'horreur utilise quasiment systématiquement la poursuite pour créer de la tension et créer cet effet de rush qui nous fait perdre nos moyens et donc nous fait peur. Par exemple, les zombies qui nous poursuivent dans Days Gone, Lady Dimitrescu qui nous course dans Resident Evil, le Slender qui nous traque, la brute qui en veut à nos vies dans Amnesia. Et je pourrais facilement vous dresser un top 100 des poursuites les plus marquantes des jeux vidéo. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi aussi en commentaire. Car finalement, la poursuite est utilisée dans bon nombre de jeux d'action et non pas juste dans les jeux d'horreur. Les courses-poursuites avec la police dans Need for Speed ou GTA sont un bon exemple. Mais entouré d'une aura, d'une atmosphère particulière, la poursuite est terriblement efficace. Et elle est même un classique des slashers au cinéma d'horreur. La poursuite de Ghostface dans Scream, de Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse, de Jason dans Vendredi 13, de Chucky dans Chucky. Et même dans vos rêves, vous n'êtes pas à l'abri, car Freddy Krueger peut vous poursuivre jusqu'à vos songes. Je pense que vous l'avez compris, la poursuite est un classique de l'horreur. Dans ce point, on pourrait parler de beaucoup de choses, car la folie en elle-même est un sujet extrêmement complexe, et qui retranscrit une horreur et une incompréhension certaines. Parfois, dans certains jeux vidéo, certaines expériences, l'univers est tellement cryptique, les personnages sont tellement loufoques, tellement fous, qu'on ne sait pas réellement comment réagir face à eux, comment se comporter. On peut citer par exemple Alice Madness Return, avec ses personnages tous plus fous les uns que les autres. Et pourtant, on n'est pas vraiment dans un jeu d'horreur. On peut aussi citer la famille Baker dans Resident Evil 7. Une famille qui a complètement perdu les pédales. On a presque l'impression qu'ils vivent dans un monde parallèle, un monde dénué de sens ou de logique. Et puis dans toute cette folie, on a des mondes totalement incompréhensibles, qui peut-être démontrent toute l'instabilité de leurs créateurs. Je pense notamment à certains mini-jeux de Roblox, qui nous montrent des mondes horrifiques totalement incohérents. Et c'est dans toute cette folie qu'on ressent l'horreur. Parce que finalement, quoi de plus horrible que la perte de conscience et de maîtrise de sa psyché? Et c'est dans toute cette folie qu'on ressent de l'horreur. Parce que finalement, quoi de plus horrible que la perte de conscience et de maîtrise de sa psyché?
c'est moi. Blocky. Là, je me retrouve juste à côté d'une église. Regardez. Elle est juste derrière moi, juste ici. Et en fait, je suis devant cette église. Vous la voyez derrière moi. Parce que je voulais vous parler d'anciennes légendes. D'anciennes légendes qui sont dites à La Réunion et qui du coup, moi, ont bercé mon enfance. Un truc qu'on m'a toujours dit depuis que je suis très petit, c'est que on ne va pas dans une église la nuit. On va dans l'église la journée, on va prier le Seigneur, Dieu, qui vous voulez, la journée, mais on n'y va pas la nuit. Parce que si l'église, la journée, c'est pour les vivants, et bien la nuit, c'est pour les morts. Apparemment, les églises, normalement, devraient rester ouvertes la nuit pour pouvoir accueillir les personnes qui n'auraient pas de logis. Et pourtant, aujourd'hui, les églises sont fermées. Je me demande bien pourquoi. En tout cas, c'est sûr que de nuit comme ça, les églises ont une certaine aura. Une aura, j'ai envie de vous dire, presque terrifiante. Vous savez, j'ai toujours été fasciné par la spiritualité et les religions. Elles ont pour moi ce que j'appelle une aura, quelque chose qui va au-delà du monde matériel. Combien de fois je suis entré dans une église ou une chapelle indienne et j'y ai ressenti une atmosphère spécifique à ces lieux. La spiritualité touche un domaine qu'on ne comprend pas forcément, qu'on ne maîtrise pas. Car dans ces lieux, rien n'est tangible ou compréhensif. On ne peut qu'être témoin de ces énergies et ces lieux. Et l'histoire elle-même de ces diverses religions nous dépeint un passé jonché d'anges et démons, de possession et de libération, en soi du mal et du bien. Chacune de ces religions met en avant ses bienfaiteurs et malfaiteurs. Et le malin semble omniprésent. Alors, quand un jeu touche à la spiritualité, il renvoie directement à notre passé proche et lointain. Toutes ces légendes, toutes ces histoires qui ont de près ou de loin un lien avec la religion. La spiritualité nous renvoie aussi à notre propre mortalité. Qu'y a-t-il après la mort? Est-ce que l'âme persiste? Est-elle éternelle? Nos actions ici-bas ont-elles une quelconque valeur pour la suite? Et vous verrez que bon nombre de jeux d'horreur font référence à la spiritualité et notamment au christianisme. Car la route est toute tracée pour le malin sur ces contrées. Et finalement, qu'est-ce qui nous ferait plus peur que quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qu'on ne comprend pas, quelque chose qui nous est inconnu? Vous voyez, on retrouve petit à petit notre chemin dans cette vidéo et on retombe tranquillement sur nos pas. On va passer devant une église qui est légendaire sur l'île. Je vais vous la montrer, mais je ne vais pas m'arrêter. Regardez. Elle est juste ici. Très simple comme église, comme vous l'avez vu. Mais les histoires qui se racontent sur cette église sont pas mal du tout. Mais je préfère garder ça pour une autre vidéo. Celle-ci est déjà chargée d'histoire et d'horreur. Et si je vous dis tout dans cette vidéo, je n'aurai plus rien à vous dire pour les autres. Vous savez, j'ai jamais vraiment cru aux légendes de mon île, que ce soit la légende des églises, de la Dame Blanche, de Grand Mercal, de Tijan Grand Diable.
ou encore de Citaran. Et pourtant, aller de nuit dans ces endroits a comme une certaine vibes assez anxiogène, pour être très honnête avec vous. Et j'ai visité quelques lieux avec vous dans cette vidéo et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que quelque chose de bizarre se passe. Et que plus je fais cette vidéo, et plus des sensations bizarres m'arrivent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans cette vidéo, on a parlé de beaucoup de stimuli visuels, psychologiques, historiques ou encore imaginatifs. Mais l'horreur vient avec une ambiance. Et une scène peut changer du tout au tout juste en jouant avec son ambiance sonore. Faisons un exemple ensemble. Vous voyez, le visuel et la couleur participent à l'atmosphère, mais aussi et surtout le son. Un film d'horreur ou un jeu d'horreur n'aura pas le même impact avec une ambiance sonore différente. Il y a des bruits, des sons, des musiques qu'on ne peut oublier et qui nous mettent directement mal à l'aise. Vous avez vu? Un son peut tout autant terrifier qu'une image. Il peut rester gravé dans nos mémoires. Et bizarrement, le dernier point est l'absence de tout, le rien, le calme absolu. Qu'est-ce qui peut être plus terrifiant que le calme absolu? L'absence de bruit, de son, de forme, de mouvement, de couleur. Dans un monde ultra connecté, ultra changeant et ultra actif, l'immobilité et le calme est une hérésie, une anomalie. Il nous renvoie directement au néant et à la fin. Le calme est peut-être bel et bien la genèse de nos plus grandes peurs, car c'est dans le calme que l'imagination travaille le plus et laisse dériver ses plus puissants démons. Et personnellement, pour mon cerveau d'HP, le calme est peut-être bien la plus grande des souffrances. Seul face à nous-mêmes, dans le silence total, comment ne pas se laisser envahir par la peur?